Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Caroline Crèvecoeur, je suis référente pour l'enseignement supérieur inclusif à l'ENALUX et j'interviens ici en tant que vice-présidente de la Chambre de l'enseignement supérieur inclusif du pôle académique de Namur. Donc je vais simplement vous expliquer comment le séminaire va se dérouler et je céderai ensuite la parole aux différents intervenants. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, merci. Donc tout d'abord, Sandrine Vieillevoix, présidente de la CHESI du pôle de Namur, introduira le séminaire. Ensuite, ce sera Anne-Sophie Gobin et Anne-Sophie Dewey, enseignantes à la Haute École Albert Jacquard, qui présenteront un aménagement mis en place dans le cadre du cours de maîtrise de la langue française. La parole sera ensuite donnée à François-Xavier Fievet, enseignant à l'UNAMUR, qui partagera son cheminement de réflexion dans le cadre de l'évaluation des compétences en anglais d'un étudiant sourd. Enfin, Maurice Lucas, philosophe et maître de conférences à l'UNAMUR, éclairera certains concepts en regard des témoignages des enseignants et des questions que soulève aujourd'hui l'enseignement supérieur inclusif. Nous terminerons bien sûr par un temps d'échange et de débat en fonction de vos retours, de vos remarques, de vos questions. Alors, au niveau pratique, pour une compréhension optimale du séminaire à distance, n'oublions pas de couper nos micros lorsqu'on n'intervient pas pour éviter tout bruit parasite. Si certains ont des problèmes de connexion, n'hésitez pas à couper votre caméra également, même si c'est bien sûr plus agréable de voir les visages en face de nous. Dans un premier temps, nous allons vous proposer d'écrire dans le chat vos questions de clarification sur le contenu des présentations. Donc, pendant les interventions, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat. Ce sera ensuite Caroline Dezo de l'UNAMUR qui se chargera de relayer ces questions aux différents intervenants. Dans un second temps, nous vous inviterons à lever la main sur Zoom pour demander la parole si vous souhaitez partager vos réflexions, faire un commentaire sur ce qui a été dit. Alors, petite précision, si certains d'entre vous, comme moi, n'ont pas installé l'application Zoom sur votre ordinateur, vous ne disposez peut-être pas de l'option lever la main, ou en tout cas, elle n'est pas visible. Mais pour la rendre visible, vous pouvez cliquer sur participants, donc participants au milieu en dessous de l'écran. Tout à droite, normalement, la liste des participants apparaîtra. Et ensuite, tout en dessous à droite, vous aurez accès à un bouton lever la main. Normalement, vous pourrez donc cliquer sur ce bouton pour demander la parole ou alors simplement demander la parole dans le chat, il n'y a pas de problème. Nous serons attentives aussi au chat. C'est à nouveau Caroline Dezo qui se chargera de distribuer la parole aux participants qui souhaitent participer, enfin qui souhaitent en tout cas faire part de leurs réflexions et de leurs questions. Alors, afin de permettre aux personnes qui ne sont pas présentes aujourd'hui ou qui n'ont pas pu nous rejoindre de visionner le séminaire, nous allons enregistrer les interventions de nos différents invités. Nous couperons toutefois l'enregistrement après chaque présentation, pendant le temps des questions, des remarques et des commentaires, afin que chacun d'entre vous puisse se sentir tout à fait libre de s'exprimer lors de ce partage, lors de ce moment de réflexion. J'espère que ces quelques informations pratiques vous semblent claires. Je vais donc maintenant tout doucement céder la parole à Sandrine Vieillevoix. Sandrine travaille au service des étudiants à besoins spécifiques de l'Université de Namur et elle est présidente de la CHESI du pôle. Je vous remercie pour votre attention et laisse donc la parole à Sandrine. Merci Caroline. Donc, au nom de tous les membres de la Chambre de l'enseignement inclusif du pôle académique de Namur, je vous souhaite la bienvenue à ce séminaire. Celui-ci était prévu à la base l'année dernière, mais il a dû être reporté au vu de la situation sanitaire. Alors, je voudrais commencer par remercier les 4 collègues avec qui nous avons organisé ce séminaire. Caroline Dezo,
ma collègue de l'Université de Namur, Caroline Crèvecoeur, qui vient de parler, responsable du service inclusion de l'ENALUX, et Julie Fellon, coordinatrice du pôle académique de Namur. Je remercie également très chaleureusement nos 4 intervenants de ce matin, Anne-Sophie Gobin, Anne-Sophie Dehoué, François-Xavier Fivet et Maurice Lucas. Et puis merci à vous d'avoir répondu présents si nombreux. Vous constituez un public varié et cela promet de riches échanges. Alors, l'objectif de ce séminaire est d'interroger le caractère raisonnable des aménagements mis en place dans l'enseignement supérieur inclusif, avec comme question de départ, les aménagements mis en place pour les étudiants en situation de handicap sont-ils un privilège pour ces étudiants? Alors, pourquoi avons-nous choisi ce thème volontairement un peu provocateur ou tout le moins accrocheur? Depuis la mise en place du décret relatif à l'enseignement supérieur inclusif en 2014, les établissements d'enseignement supérieur sont tenus de mettre en place des aménagements raisonnables pour les étudiants en situation de handicap, pouvant attester d'une déficience avérée, d'un trouble spécifique d'apprentissage ou d'une maladie invalidante. Alors, ce décret reste récent et il est légitime que sa mise en place soulève encore de nombreuses interrogations pour les étudiants, pour les enseignants plutôt du supérieur. Alors, en 2018-2019, une enquête ayant pour titre « L'enseignement inclusif en pratique » a été réalisée auprès des enseignants des différents établissements du pôle académique et différentes interrogations et préoccupations des enseignants en sont ressorties et ont amené au choix de ce thème. Ces questionnements étaient par exemple, les demandes d'aménagement sont-elles toujours justifiées et raisonnables? Les aménagements mis en place garantissent-ils l'acquisition des compétences requises? Respecte-t-il les exigences et finalités des évaluations? Est-ce équitable pour tous les étudiants? Comment ne pas créer de nouvelles discriminations en accordant des aménagements à certains étudiants? L'étudiant ayant bénéficié d'aménagements pourra-t-il exercer correctement son métier après ses études? Alors, ces interpellations, nous y sommes confrontés régulièrement au sein des services d'inclusion. Notre travail n'est pas de les balayer, mais de les entendre et d'informer, de sensibiliser, de donner des pistes de compréhension afin que chacun puisse construire son propre processus réflexif. Nous avons aujourd'hui choisi de donner la parole à 3 enseignants qui vont nous exposer avec humilité la situation à laquelle ils ont été confrontés avec des étudiants à besoins spécifiques. Quel a été le point de départ de leur attention, leur processus de réflexion et la manière dont ils ont finalement choisi de s'adapter aux besoins de leurs étudiants. Alors, ils vont nous témoigner de leur propre questionnement face à des demandes d'aménagement à mettre en place et soucieux de garantir l'acquisition des compétences attendues par tous les étudiants sans discrimination, ils partageront leurs réflexions quant à ces demandes de rendre leur enseignement plus inclusif. Alors, l'objectif n'est évidemment pas de vous donner une recette à appliquer en tant que telle, mais vraiment de pouvoir les accompagner dans leurs réflexions pour que vous ayez à votre tour le souhait de vous engager dans votre propre processus de réflexion lorsque vous serez confronté à ce même type de situation. Alors, notre dernier intervenant nourrira notre réflexion en nous apportant son éclairage philosophique sur quelques concepts clés comme les aménagements raisonnables, l'égalité, l'équité et les privilèges, au regard des témoignages de ces enseignants et des différentes questions que soulève aujourd'hui l'enseignement inclusif. Donc, notre objectif, ce n'est pas de communiquer des réponses toutes faites, mais plutôt ni de vous convaincre, mais plutôt d'interpeller, de susciter le débat, de vous remuer dans vos certitudes. Nous espérons que ces 2 heures vous seront fructueuses. Je vais laisser la parole aux premières intervenantes, mais avant, je voudrais ajouter que je serai la gardienne du temps et donc je serai peut-être un peu désagréable à un moment donné s'il faut que je coupe la parole à quelqu'un ou lui demander en tout cas de terminer rapidement parce qu'on voudrait vraiment pouvoir respecter notre timing et libérer tout le monde à temps. Je serai également la gardienne de la bienveillance parce que nous sommes conscientes que le sujet peut être peut-être un peu touchy et donc on voudrait vraiment que les échanges restent constructifs, sereins et non jugeants. Et donc, si nécessaire, j'interviendrai pour le rappeler. Alors, je vais donner la parole à nos premières intervenantes, donc Anne-Sophie Gobin et Anne-Sophie Dehoué, qui sont respectivement maîtres assistantes en langue française et en psychopédagogie au département pédagogique de la Haute École Albert Jacquard. Depuis quelques années, elles proposent des aménagements aux étudiants à besoins spécifiques dans le cadre de l'évaluation du cours de maîtrise de la langue française en section normale préscolaire et arts plastiques. Elles vont nous présenter un dispositif adapté à une épreuve emblématique de ce cours, la dictée. Voilà, je leur laisse la parole.
Merci beaucoup, Sandrine. Merci. Bonjour à tous. Je vais tenter de partager mon écran. Voilà. Je vais repartir. Et puis voilà. Voilà. Vous voyez mon écran? C'est OK? Voilà. Bonjour à tous. On va donc vous parler de la dictée aménagée avec ma collègue et mon homonyme. Voilà, on va commencer par une brève présentation, puis on va vous parler du contexte dans lequel ce dispositif a été mis en place. On vous parlera également du fonctionnement de la dictée qu'on dit aménagée. On interviendra ensuite sur les avantages de ce dispositif, ensuite sur les freins et difficultés, et on vous laissera après l'opportunité de réagir évidemment et de nous poser vos éventuelles questions. Voilà, Anne-Sophie, je te laisse te présenter. Oui, donc moi je suis Anne-Sophie Gobin, je suis maître assistante en langue française à la Haute École Albert Jacquard et je m'occupe de 2 sections principales, donc c'est la section normale préscolaire et la section art plastique, donc pour les futurs professeurs d'art dans le secondaire inférieur. Voilà, donc moi je suis Anne-Sophie Dewey, je suis maître assistante en pédagogie et méthodologie. Je suis également responsable du service inclusif de la Haute École Albert Jacquard dans le département pédagogique. Et pour ce qui est de mon emploi en pédagogie, ben là c'est pour la section art plastique également. Et c'est dans ce cadre que Anne-Sophie et moi, eh bien, on partage énormément. Alors. Voilà, pour ce qui est du contexte, donc je suis arrivée dans le service inclusif de la Haute École il y a un peu plus de 3 ans. Et tout ce dispositif, il a été réfléchi parce que, donc, on parlait à ce moment-là des examens de maîtrise de langue française en section instituteur primaire et préscolaire et en AESI pour l'art plastique. Alors, l'examen écrit, en tout cas, se passe en 2 parties, une dictée sans référentiel et la rédaction de textes avec référentiel. Il y avait à l'époque, donc juste avant mon arrivée, une demande du service inclusif de l'époque, donc pour les étudiants avec troubles d'apprentissage, qu'on dit 10. Il s'agissait donc d'une demande pour réaliser des dictées avec référentiel, donc avec dictionnaire et manuel. Alors, il y a eu certaines réticences des professeurs de français pour 3 raisons que je vais laisser expliquer par ma collègue. Oui, voilà. Donc, en fait, nous étions, je vais dire, 6-7 collègues professeurs de français, donc répartis dans les différentes sections, donc instituteurs, institutrices primaires, maternelles, préscolaires. Et donc, nous avons été confrontés à cette demande-là et nous avons réfléchi au fait que les années où nous laissions la possibilité à tous les étudiants d'avoir tout leur référentiel durant toutes les parties de l'épreuve, donc non seulement pour la rédaction de texte, mais également pour la dictée, eh bien finalement, les progrès des classes étaient moins importants parce que les étudiants se basaient un peu trop sur leur référentiel et avaient moins de démarches de s'exercer et surtout de s'approprier les règles d'orthographe, parce que c'est surtout d'orthographe dont il s'agit ici, le problème en tout cas. Et donc, en fait, voilà, pour ne pas freiner l'évolution des étudiants, on trouvait que ce serait préférable de ne pas leur permettre l'accès à ces référentiels-là. Alors, pour des questions d'équité aussi, parce que plusieurs étudiants qui étaient concernés eux-mêmes étaient réticents à utiliser leur référentiel à côté des copains, copines de classe qui ne pouvaient pas l'avoir. Donc, il y avait aussi un problème par rapport au regard porté par les autres. Ensuite, comme on est dans une section pédagogique, enfin plusieurs sections pédagogiques, eh bien, on avait aussi cette réflexion de garantir quand même un minimum de performance des futurs enseignants qui sont régulièrement amenés
à écrire spontanément au tableau sans avoir nécessairement le temps de consulter une grammaire, un référentiel, etc. Alors, on pense évidemment aux instituteurs primaires pour ça, mais également aux préscolaires, puisqu'il y a des activités qui s'intitulent des activités de dictée à l'adulte, où les élèves dictent des textes à l'enseignant, donc même en maternelle. Et pour les AESI arts plastiques, ils étaient aussi amenés régulièrement à écrire au tableau. Donc voilà, c'est pour ces trois raisons principales-là que ça nous semblait problématique d'accepter l'utilisation des référentiels durant les examens. Mais évidemment, on a recherché des autres solutions ou en tout cas une autre solution pour aider ces étudiants à troubles du langage et en particulier les étudiants avec dyslexie et dysorthographie. Voilà, alors on va vous expliquer un petit peu comment fonctionne ce dispositif de dictée aménagée. Donc, dans un premier temps, en fait, ma collègue garde les étudiants dits lambda qui font leur examen de manière classique. Et puis, moi, je prends les étudiants avec aménagement raisonnable dans un autre local. Et ils ont donc une dictée qui se déroule en 2 temps. Une dictée sans référentiel, donc dans un local séparé en 2 temps. La première partie, c'est la dictée des principaux mots du texte. Et la deuxième partie, c'est la dictée du texte en entier. Voilà. Donc, en fait, oui, je te laisse parler de l'évaluation. Voilà. Donc, la façon dont ici c'est évalué, donc j'évalue dans cette première partie de la dictée uniquement l'orthographe lexicale, donc l'écriture des mots en tant que tels, s'il faut un P, 2P, 2S, etc. à l'intérieur du mot. Et dans la deuxième partie, donc quand ils ont rédigé le texte de la dictée en entier, j'évalue dans cette partie-là uniquement l'orthographe grammaticale, donc tout ce qui concerne les accords des verbes, les accords des adjectifs, des participes passés, mais aussi les singuliers pluriels des noms et tous les homophones grammaticaux. Donc l'objectif de faire ça, de scinder la dictée en 2 étapes, c'est de réduire un maximum la surcharge cognitive des étudiants, donc en particulier les étudiants avec dyslexie, dysorthographie, etc., ont un souci de surcharge cognitive, c'est-à-dire qu'ils ont trop de choses à gérer en même temps et c'est compliqué pour eux de tenir compte de tous les paramètres. Donc ça leur permet ici de réfléchir d'abord à l'orthographe lexicale et ensuite aux accords, donc à tout ce qui est grammatical. Et ça leur permet aussi de s'habituer à une stratégie possible. Donc c'est tout à fait ce qu'on peut faire aussi soi-même, décortiquer d'abord en première étape un élément et puis en deuxième étape un autre. Voilà, alors je vais passer à un exemple. Alors, ça m'embêtait un peu de mettre une photo d'une copie d'étudiant, voilà, pour des questions de respect et de discrétion vis-à-vis d'eux. Donc ici, j'ai réécrit des morceaux, des extraits de dictée avec des exemples d'erreurs types. Donc, mettons une dictée, j'ai pris juste 2 phrases ici qui commenceraient par « Les 4 journées d'observation que j'ai réalisées m'ont appris plein de choses. Tout d'abord, j'ai pris conscience de l'importance des consignes. » Donc, voilà, évidemment, il y a tout un texte qui suit encore après. Je n'ai pas tout remis ici. Donc, la première étape, la première partie de l'épreuve, de l'examen, de cette dictée en tout cas, c'est que je dicte les mots principaux de cette dictée. Donc ici, pour ces 2 phrases, ce sera par exemple 4 observations à prendre, plein, la conscience, l'importance, la consigne. Et donc ici, vous voyez en bleu des exemples d'erreurs qu'un étudiant pourrait réaliser dans cette première partie. Donc là, ce sont des erreurs qui sont ici comptabilisées.
Dans la deuxième partie, on relit alors l'ensemble, on dicte l'ensemble du texte. Et alors, au niveau de l'évaluation, je ne fais plus que souligner les erreurs d'orthographe lexicale pour quand même les resignaler à l'étudiant, mais je ne les comptabilise plus. Et par contre, ce que je comptabilise, c'est ici ce qui apparaît en rouge, les erreurs d'orthographe grammaticale. Voilà, alors évidemment, ça demande à bien préciser ce qu'on fait rentrer dans l'orthographe lexicale et l'orthographe grammaticale, parce qu'il y a certaines formes qui sont un peu à la frontière entre les deux. Donc, par exemple, une forme comme mon appris, moi, j'ai fait le choix de mettre ça dans le grammatical et c'est bien clarifié auprès des étudiants, ça figure dans leur syllabus, ce genre d'exemples, etc., pour être sûr que ce soit clair pour tout le monde. Voilà. Alors, les avantages de ce dispositif, eh bien, c'est que les étudiants se disent plus à l'aise parce qu'ils peuvent se concentrer sur une difficulté à la fois. Donc, on réduit un peu la double tâche qui est si problématique chez nos étudiants à besoins spécifiques. Alors, ils se sentent également plus soutenus et reconnus dans leurs difficultés. La majorité des étudiants fait un peu moins d'erreurs que lors d'une dictée classique. On insiste sur le un peu, donc on veut être honnête avec ça. Les résultats non plus ne sont pas démesurés. Donc, il y a un peu moins d'erreurs que lors d'une dictée classique. Alors, par contre, il y a des freins, des difficultés, parce que ce dispositif, évidemment, il demande du temps à l'enseignant, du temps supplémentaire pour préparer la dictée, puisqu'il faut déterminer quels sont les mots qu'on va dicter. Et il faut faire un choix aussi par rapport à ces mots-là, parce qu'on ne peut pas non plus tout dicter, il y a certains mots-outils pour lesquels ce n'est pas nécessaire. Il faut demander aussi de bien clarifier ce que l'enseignant ou l'enseignante, comme je dis tout à l'heure, classe dans l'orthographe grammaticale et dans l'orthographe lexicale. Ça nécessite l'aide d'une deuxième personne, donc ici en l'occurrence Anne-Sophie, qui à chaque fois est présente dans un autre local. Alors ça augmente quand même évidemment la durée de l'examen pour ces étudiants à besoins spécifiques et donc le temps durant lequel ils doivent se concentrer. Donc ça, je dirais que c'est un peu le plus gros problème du dispositif. Alors, c'est un dispositif qui n'est pas suffisant aussi pour certains étudiants 10. Donc, il faudrait probablement réfléchir à autre chose qu'on pourrait leur apporter en plus. Et ça devrait pouvoir également être proposé à des étudiants qui n'ont pas eu l'occasion de réaliser un test diagnostique auprès d'une logopède ou éventuellement qui rencontrent d'autres difficultés qu'un trouble du langage. Je pense par exemple à des étudiants bilingues ou trilingues qui sont confrontés à finalement des difficultés similaires, mais pour d'autres raisons. Mais voilà, ça c'est un débat qui dépasse vraiment les aménagements en maîtrise de la langue française et qui touche un peu tout. Alors, je tenais également à préciser, parce que finalement, je ne sais pas si ça a été assez clair, que ce qu'on vient d'expliquer, ça concerne uniquement la partie dictée des évaluations. Donc, dans nos évaluations, il y a également une partie rédaction de texte où, évidemment, tous les élèves peuvent disposer cette fois-ci de l'entièreté de leur référentiel. En didactique des langues étrangères à l'École des langues vivantes de l'Université de Namur. Et pendant l'année académique 2019-2020, il a encadré l'évaluation de compétences d'audition et d'expression orale d'un étudiant sourd. Il va nous présenter le cheminement de réflexion qu'il a suivi pour opérer des choix didactiques porteurs de sens. Je te laisse la parole, François-Xavier. Il faut que tu mettes ton micro et ce sera parfait. Surtout que je comprenne comment Zoom fonctionne quand on est un grand utilisateur de Teams. Voilà, je pense que tout le monde m'entend, c'est bon? On est parfait. Alors, moi, je vais donc, comme Sandrine vient de vous expliquer, vous faire plus un partage de ma vie intérieure plutôt que des dispositifs que j'ai mis en place, parce que
Au final, ce sont des dispositifs liés à la didactique des langues et ça va peut-être pas être très parlant. Je vais plus vous faire part de mon expérience donc avec cet étudiant à besoins spécifiques. Tout prof d'anglais qui se respecte doit bien sûr citer William Shakespeare. Ici, toute la réflexion, enfin toute la méta-réflexion que j'ai préparée pour vous aujourd'hui et toute la réflexion que j'ai eue pendant l'accompagnement des étudiants a tourné évidemment autour de cette notion de ce qui est nécessaire. Qu'est-ce qui est nécessaire aux étudiants pour suivre un cours? Qu'est-ce qui est nécessaire aux étudiants pour réussir à rencontrer les exigences qu'on leur demande? Et surtout, comment questionner ces nécessités quand nous avons des étudiants qui viennent un peu remettre en question pas mal de certitudes en fait que l'on a sur des manières de faire, sur des manières d'enseigner, sur des manières d'apprendre et sur des manières d'évaluer. Alors, mon contexte, pour vous l'expliquer assez rapidement, donc moi je suis maître de langue, je suis professeur d'anglais à l'école des langues vivantes de l'UNAMUR, je suis titulaire d'un cours de bloc à anglais qui se donne dans une discipline scientifique, d'accord, donc on fait de l'anglais à coloration, on va dire, un peu spécifique. Il faut que vous sachiez qu'un groupe d'étudiants, une cohorte d'étudiants, pour moi, c'est 30 personnes, donc je n'ai pas de grands et de larges groupes d'étudiants, ce qui vous permettra de comprendre le caractère peut-être plus personnalisé du suivi que j'ai proposé à l'étudiant plus tard. Nous utilisons un système de classe inversée, donc ça me paraissait important de vous le signaler dans le sens où du coup les étudiants doivent travailler, faire des préparations à l'avance et que l'heure de cours qu'il y a en présentiel sert à mettre en musique un petit peu tous les éléments qu'ils ont pu apprendre par eux-mêmes. Le niveau qui est demandé, si vous êtes familier avec cette nomenclature du cadre européen, on demande à nos étudiants de bloc 1 d'atteindre un niveau B1+ dans toutes les compétences, c'est-à-dire la réception écrite et orale et la production écrite et orale. Donc le niveau B1+, c'est un niveau qui se situe, c'est un niveau intermédiaire, on va dire ça. Donc c'est-à-dire que c'est pas tout à fait le niveau débutant, mais c'est pas non plus les niveaux les plus exigeants. On est dans un niveau ici de fin de formation secondaire, de réto, je dirais, dans les 4 compétences. Donc ça vous donne un petit peu l'idée. Alors moi, l'étudiant ici dont je vais vous parler, c'est un étudiant qui est atteint de surdité. Alors il faut que vous sachiez que l'étudiant est atteint de surdité, donc il s'exprime en langue des signes, il est accompagné d'une interprète pour les cours généraux, mais pas pour le cours d'anglais, pour la simple et bonne raison que l'interprète n'est pas bonne en anglais. En fait, c'est la raison qu'elle m'a donnée en disant, voilà, il y a une langue des signes tout à fait particulière. Au niveau de sa maîtrise à elle de l'anglais, elle aurait du mal à interpréter et à traduire ça pour l'étudiant. Donc, en gros, fondamentalement, elle ne sera pas là pendant les heures de cours et pendant tout le dispositif que l'étudiant suivra au niveau du cours d'anglais. Donc ça, c'est aussi important. Alors, si vous me posez la question, quel genre de prof es-tu? Moi, j'ai envie de vous répondre, mais moi, j'ai l'impression d'être un prof extraordinaire. Vraiment, j'ai beau, en toute humilité, analyser mon approche du métier, mon envie de faire ce métier, le plaisir que je prends à faire ce métier, moi, je me retrouve tout à fait dans ces différentes attitudes et valeurs que des enseignants doivent avoir quand on aborde cette question du métier. Donc, que ce soit un intérêt pour ma discipline, c'est clair et net. Est-ce que je suis capable de m'adapter au changement? Absolument. Est-ce que j'ai une volonté de promouvoir l'apprentissage de mes étudiants? Évidemment. Est-ce que je veux développer la citoyenneté démocratique des étudiants? Je suis né pour ça. Est-ce que je suis disposé à me former tout au long de la vie? Non seulement je suis disposé à le faire, mais en plus je le fais. Et est-ce que je suis capable d'autoréflexion et des questionnements sur mes propres pratiques? Je fais ça quotidiennement. Donc je suis entré, moi, dans ce métier et dans cette vocation avec tout ce bagage extrêmement positif. Et évidemment qu'il y a cette question à un moment donné de l'intégration ou de l'inclusion. Alors moi, ce schéma m'a toujours séduit. Ça me parlait beaucoup à une époque en disant « Ah ben oui, c'est vrai, c'est sûr que nous sommes tous différents les uns des autres, nous avons tous des besoins spécifiques au final, tous les étudiants ne sont pas les mêmes, et donc on va proposer à certains étudiants une caisse en plus pour leur permettre de voir au-dessus du mur, parce qu'en effet, c'est pas très juste au final de ne pas permettre à ces étudiants de regarder le match de foot qui est en train de se dérouler, surtout que c'est un bon match de foot. Bon, il n'y a pas beaucoup de joueurs sur le champ, mais ça, c'est pas grave. Donc voilà, moi, où j'en étais resté avant
cette expérience avec cet étudiant en disant, ben oui, clairement, moi je suis prêt à mettre toutes les caisses qu'il faut ajouter aux étudiants qui en ont besoin. Ma discipline. Alors c'est une sacrée discipline. Je me permets de faire un tout petit peu de didactique avec vous, et je m'en excuse d'avance parce que je pense que c'est un petit peu la norme de s'excuser quand on veut faire un petit peu de didactique. Mais en gros, ma discipline, un document de référence dans ma discipline, c'est ce fameux cadre européen commun de référence. Alors, on en parle beaucoup, on utilise beaucoup cette nomenclature. Je pense que c'est bien de rappeler qu'en fait, à la base, ce document, il est créé par la communauté européenne parce qu'en son sein, elle réunit toute une série de pays et donc de peuples, de personnes qui partagent un projet commun, un espace commun, tout en ne partageant pas la même langue. Et donc l'idée, ça va être de promouvoir un apprentissage des langues étrangères pour que les peuples, les cultures, les citoyens puissent se rencontrer et développer un projet commun. Fondamentalement, c'est ça le projet européen du cadre européen commun de référence. Et donc, c'est un document, quand vous allez l'analyser, qui vous propose une cartographie de ce qu'on appelle cette compétence langagière. Donc, qui vous explique, fondamentalement, ça veut dire quoi maîtriser une langue. Alors, la compétence langagière, elle est catégorisée en 4 habiletés. On doit comprendre à l'audition, donc je comprends quand j'entends, je comprends quand je lis, je suis capable d'interagir, ou je suis capable de parler tout seul, donc on va faire la distinction entre l'interaction et le monologue, et puis je suis capable de produire à l'écrit. On a tous connu, si vous avez eu un cours de langue dans votre vie, vous avez a priori, on a tous toujours travaillé ces ces 5 compétences ici, puisqu'il y a une distinction entre l'interaction et le monologue, donc c'est absolument sacré. Et donc, quand on regarde un petit peu ici le schéma qui détermine c'est quoi être compétent dans une langue, on a bien cette idée d'avoir des compétences générales. Ça, c'est un petit peu comme dans toutes les disciplines, hein, du savoir, du savoir-faire, du savoir-être, du savoir-apprendre. On a des compétences communicatives. Compétences communicatives, c'est la linguistique. C'est tout ce qui touche à la richesse et à l'exactitude lexicale et grammaticale. Donc, je fais pas de fautes et je démontre que je suis capable d'utiliser des mots compliqués ou des structures plus compliquées. La sociolinguistique, c'est s'adapter, on va dire, à avoir s'adapter aux catégories sociales. Donc, on va faire par exemple une distinction entre de l'anglais formel et informel. Selon à qui on s'adresse, on va adopter un niveau de langue un peu différent. Et la pragmatique, c'est l'idée qu'une langue ne s'exprime, enfin, un message s'exprime toujours dans un contexte qu'il faut prendre ces dimensions-là en compte. Alors, jusque-là, pas de souci. Pour mon étudiant besoin spécifique, il n'y a pas de problème. Là où le problème a commencé à apparaître, c'est qu'en termes d'activité langagière, quelqu'un qui est compétent, qui est considéré comme étant compétent en langue, est compétent dans tous les domaines. Donc, que ce soit la réception, la production, l'interaction ou la médiation. La médiation, c'est la capacité de traduire un message pour une tierce personne. Donc, c'est de la traduction, de l'explication de concepts, etc. Et ce sont des étudiants qui adoptent évidemment des stratégies pour y arriver. Alors, fort de cette certitude d'être un prof génial, de détenir dans mes mains une mission absolue qui est de défendre cette discipline et ce cadre européen, j'ai quand même, le jour où j'ai reçu cet email me disant, voilà, dans ton cours de bloc 1, tu vas avoir cette année un étudiant sourd, bonne journée, je me suis quand même pris une sacrée claque. Alors, une sacrée claque, pourquoi? Parce que je vous avoue très honnêtement que malgré que je suis extraordinaire, la première chose que je me suis dite, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça ne va pas être possible. En fait, un étudiant sourd qui doit développer des compétences à l'audition et à l'expression orale, et donc j'ai eu une espèce de fusibles un peu qui ont sauté très clairement. Là, c'est les fils qui se sont touchés, qui ont fait « Oups, là, je me retrouve devant un sérieux défi ». Alors, sérieux défi, pourquoi? Parce que, premièrement, les aménagements qui étaient prévus pour cet étudiant touchaient évidemment à ces notions assez classiques que l'on reçoit de temps supplémentaire, de documents rédigés dans un format accessible, s'ils ont des problèmes de lecture, etc. Donc ça, je les avais bien, ces aménagements-là. Mais par contre,
Pour ce qui touchait à la spécificité de ma discipline, ça, c'était à moi de jouer. C'était à moi de trouver comment est-ce que j'allais en fait faire. C'est la première question que je me suis posée, c'est comment je vais faire de l'audition avec quelqu'un qui n'entend pas et comment est-ce que je vais faire s'exprimer quelqu'un à l'oral alors que sa communication, c'est la langue des signes et que je ne connais pas la langue des signes et que je n'ai pas d'interprète, et de voir comment ça va aller. Donc ça, c'est le premier fusible qui a un peu sauté. Le second fusible, c'est ma conception de la discipline. Je n'avais jamais remis en question le fait que pour être compétent dans une langue, il faut être compétent dans les quatre aptitudes et pas une partie de ces aptitudes. Sinon, l'impression du coup d'être plus exigeant avec certains étudiants et moins exigeant avec d'autres si je leur enlève des difficultés. Très rapidement, je me suis dit, en fait, ouf, la discipline ne m'a rien demandé. Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas le représentant sur Terre de la didactique des langues et que j'ai le droit de m'affranchir de certaines règles, de certains réflexes ou de certains classiques ou d'une certaine manière de faire, d'une certaine normalité, en fait, pour m'adapter aux étudiants à besoins spécifiques, puisque je le fais dans d'autres cadres, quand notamment dans le cours de langue, le besoin spécifique le plus, le plus souvent problématique, c'est évidemment la dyslexie. Bah, là, on trouve des aménagements avec les étudiants et on y arrive. Ça, c'était mon premier exemple. La tradition didactique, de nouveau, moi, on m'a appris à donner cours d'une certaine manière, à faire des activités d'une certaine manière, et même si je suis ouvert et je pense créatif, j'adapte ça à ma sauce, mais de nouveau, je me suis dit, mais comment faire de l'audition, comme je vous ai dit tout à l'heure, à quelqu'un qui n'entend pas, ou faire de l'expression orale à quelqu'un qui ne peut pas s'exprimer à l'oral. Mais de nouveau, je pense toujours à cette situation de Maurice Druon qui dit une tradition, ce n'est jamais qu'un progrès qui a réussi. Donc je me suis dit, c'est l'occasion, du coup, ouvrons les portes et imaginons d'autres manières de faire. La justice par rapport aux autres étudiants. Alors la justice par rapport aux autres étudiants, ça se pose systématiquement quand on a des étudiants à besoins spécifiques, c'est-à-dire que on a l'impression qu'on va leur faciliter la vie et qu'on va leur donner de sérieux bonus par rapport aux différentes activités, aux différentes évaluations qu'ils vont devoir faire. Mais ça, je me suis vite rattrapé en disant aussi, moi, je suis quelqu'un d'assez... J'aime bien discuter avec mes étudiants, et quand un étudiant a un problème, il peut venir me l'expliquer, et je chercherai toujours une solution. Quelle que soit la nature du problème, quelle que soit la nature du besoin, on essaye toujours de trouver ça. Donc, je ne me sentais pas dans une dynamique où j'allais favoriser un étudiant parce qu'on lui avait mis une étiquette étudiant à besoins spécifiques et qu'il fallait absolument faire très attention. J'ai l'impression que j'étais suffisamment ouvert que pour faire ça avec tous mes étudiants. Et la dimension de communication, évidemment, la dimension de communication, elle est quand même essentielle dans un cours de langue. Je ne parle pas la langue des signes. L'étudiant allait être mélangé avec donc, tout le reste de sa cohorte. Il faut continuer à donner cours à cette cohorte de manière, on va dire, normale, même si ce mot ne veut rien dire. Comment allions-nous faire? Et là, j'avoue que dans les 3 minutes où j'ai rencontré cet étudiant, cette inquiétude s'est évanouie parce qu'en fait, il est tout à fait capable de communiquer. Parce qu'en fait, à 18 ans, ça fait 18 ans qui se débrouillent pour communiquer avec des entendants, en fait. Et ça, de nouveau, je me suis pris une claque en me disant, t'es vraiment stupide, parce que si tu penses que cet étudiant n'a jamais réfléchi à comment il allait faire pour communiquer avec quelqu'un qui ne parle pas la langue des signes, je pense que tu te trompes un peu sur ses compétences. Et donc, très vite, on prend un morceau de papier, on prend une feuille, on écrit, on s'échange des choses, machin, etc. Donc, c'est devenu assez naturellement. Alors, au niveau des aménagements qui ont été placés, pour être plus pratique, ça a été un peu une saga. Alors, c'est un peu une saga comme une série sur Netflix, avec le premier épisode qui était l'interprète. Alors, l'interprète, c'est évidemment la personne facilitatrice au possible. C'est la première personne que j'ai rencontrée, et c'est via elle, évidemment, que j'ai eu mon premier contact avec cet étudiant, où on a discuté de c'est quoi, en fait, être sourd, c'est quoi la réalité d'un sourd, c'est quoi les envies de cet étudiant qui, quand même, est très courageux de s'inscrire dans un diplôme universitaire, d'expliquer un petit peu son fonctionnement à lui, comment ça se passe dans les autres cours, comment ça se passe avec le groupe, etc. Donc, il y a eu vraiment un échange hyper intéressant et je pense essentiel avec cette personne qui était accompagnante. Et ça, j'avoue que si je pouvais, à chaque fois que j'ai un étudiant avec un besoin spécifique, avoir cette personne relais, c'est quand même très facilitant. L'épisode numéro 2, c'est que j'ai eu la chance, dans ce cas-ci, de pouvoir contacter l'ancienne
prof de langue donc de cet étudiant, donc la prof qu'il a eue dans le secondaire, que j'ai pu contacter, que j'ai pu rencontrer, et on a beaucoup parlé de nouveau de la personnalité de l'étudiant, de comment il s'était débrouillé en secondaire, de comment il s'était débrouillé à l'intérieur du cours de langue, et de comment elle avait mis en place l'évaluation de l'audition, de l'expression orale, puisque en secondaire, les programmes sont quand même très précis, et il a fallu rendre une note pour chaque partie. Épisode numéro 3, c'est la décision. Donc la décision, c'est l'aménagement. La décision, je l'ai prise avec l'étudiant. Donc j'en ai parlé avec lui. On s'est mis d'accord sur le fait que nous allions reprendre le système qu'il avait eu en secondaire. Donc en gros, le système, c'était pour évaluer pour évaluer l'audition, il n'y en a pas, c'est pas compliqué. On oublie cette compétence, on la met de côté, on va peut-être lui demander du coup de travailler plus à la lecture en augmentant de manière raisonnable pour lui. Donc c'est lui qui a décidé c'est lui qui a proposé combien de textes en plus il pouvait lire à la place de l'audition. Et pour l'expression orale, nous avons utilisé un système de chat. Donc nous avons chatté. Donc nous étions dans la même pièce, chacun sur notre ordinateur, et en fait, j'ai pu mesurer certaines dimensions de l'évaluation orale, qui est la capacité à répondre de manière spontanée, de bien répondre aux questions que je posais, qui est un réel échange. On a même pu mesurer, ça grâce à l'ancienne prof, on a même pu travailler la notion de fluidité, donc de voir que à l'écrit, au final, il y a une certaine fluidité que l'on peut raccrocher à la fluidité qu'on trouve dans l'expression orale, même si l'étudiant ne s'exprime pas à l'expression orale. Et donc, on a travaillé ça de cette manière. Et donc, sa mission à cet étudiant, je lui ai posé la question, je lui ai dit, voilà, il faut qu'on remplace une tâche que les étudiants avaient sur base d'un examen oral et d'audition. Et je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que toi, tu me proposes? Comment tu vas pouvoir remplacer cette charge de travail et avoir une charge de travail qui est acceptable pour toi et qui te semble, toi, être équitable par rapport aux autres. Alors, il s'est avéré que cet étudiant est fan absolu de météo. Mais quand je dis fan de météo, c'est un fan de météo. Il connaît tous les tenants, les aboutissants du système météorologique du monde entier. Et en fait, oui. Je suis la personne désagréable qui vient te dire qu'il te reste 2-3 minutes. ça va, je le fais. Et donc, l'idée, c'était ici de lui... C'est proposé, en fait, il a une chaîne YouTube où il fait des capsules à destination des sourds et malentendants sur la météo. Et donc, son idée, ça a été de créer 3 ou 4 capsules où il prenait un sujet lié à la météo, qui est en plus lié à son domaine de spécialité qu'il étudie à l'université, et d'en faire un travail où il allait développer toutes ses compétences. Et l'épisode 5, c'est en fait, tout s'est très bien passé. Alors, c'était différent, ma foi, ça, on est bien d'accord, mais tout s'est bien passé. L'étudiant n'a ni eu une note extraordinaire, ni eu une note mauvaise. Il a été, j'ai l'impression, évalué sur la même base que les autres, même si le chemin a été différent. Et donc, j'en suis venu, et ce sera ma conclusion ici, à envisager une troisième possibilité. Et c'est cette situation-là que ici, mon parcours avec cet étudiant à besoins spécifiques m'a provoqué comme réflexion, c'est de se dire que je n'ai pas eu l'impression de lui ajouter des avantages ou de lui donner des passe-droits ou de lui donner une caisse supplémentaire. J'ai juste pu, pour l'étudiant, supprimer une cause de l'inéquité. C'est absurde de vouloir faire, si je m'étais, si j'avais été extrêmement têtu, j'aurais dit, bah oui, tant pis, il fera de l'audition, il aura 0, il n'a qu'à pas être sourd, après tout, vous voyez, de manière un peu stupide. Mais or que ici, par la force des choses, c'est un pan qu'il faut oublier, point barre en fait, et donc il faut l'enlever absolument. Et donc, en conclusion, dernière conclusion, Sandrine, je te promets, je dirais ici, j'ai clairement changé ma perception en disant, je trouve qu'il y a une différence entre favoriser en enlevant une difficulté que les autres vont rencontrer, dans quel cas les autres auraient le droit de râler et de dire c'est pas juste, mais il y a une différence avec faciliter en ne créant aucun obstacle. Et moi, je sais que depuis, je fais très attention dans tous les cours et par rapport à tous les besoins spécifiques à dire,
enlever une difficulté, c'est une chose, ne pas en créer une, c'est une autre, en fait. Et de faire attention à cet équilibre qui fait que si je ne crée pas d'obstacles pour ces étudiants à besoins spécifiques, peut-être que je vais aussi faciliter la tâche des autres étudiants et que je ne vais pas créer ce problème d'équité. Apprendre à lâcher prise, ça c'est sûr et certain que là, il faut le faire. Donc, oublier un petit peu toutes ces certitudes. Apprendre à accueillir l'altérité encore plus. C'est vraiment un monde différent et j'ai adoré entrer dans cette logique et cette manière de fonctionner. Et puis, je resterai, moi, peut-être sur ce dernier conseil, c'est que je reste convaincu qu'il faut construire la solution avec l'étudiant et avec le groupe. Et là, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, dans le sens où on a beaucoup ce stress de savoir si le groupe ne va pas râler parce qu'un étudiant a un avantage, mais en fait, ici, le groupe était tellement dans le soutien par rapport à cet étudiant que je me demande si on ne crée pas un problème là où il n'y en a pas. Et que tout le monde est quand même capable de comprendre que si un étudiant a un handicap, bah, il ne peut pas faire la même chose que les autres, point. Ça ne veut pas dire qu'il en fera moins, ça ne veut pas dire qu'il en fera de manière plus facile, c'est juste qu'il fera autrement, avec ses moyens à lui ou à elle, et que ça générera de l'équité. Et je vous laisse sur une dernière citation, parce que quand on est prof d'anglais, il faut citer Oscar Wilde, sur la dimension de raisonnable, mais je ne la commenterai pas, sinon Sandrine va être vraiment très désagréable. Voilà, merci. Chika, qui est donc philosophe et maître de conférences à l'Université de Namur, qui va éclairer avec nous les concepts d'aménagement raisonnable, d'égalité, d'équité, de privilège, en regard des témoignages de ses enseignants et des différentes questions que soulève aujourd'hui l'enseignement inclusif dans le supérieur. Je te laisse la parole, Maurice. Bien, bonjour à tout le monde. Voilà, j'arrive après ces magnifiques témoignages. Bon, alors, vous pouvez peut-être vous poser la question, je me la pose moi-même, qu'est-ce que je peux apporter derrière tout ça en tant que philosophe? Alors là, il faudrait déjà ouvrir un débat sur la question de savoir, oui, mais c'est quoi la philosophie? Alors là, la réponse est extrêmement complexe. On se pose cette question depuis 2500 ans. Et depuis Socrate, qui a inventé le mot philosophie, donc recherche de la sagesse, le débat est constant sur la question de savoir en quoi consiste cette recherche et c'est quoi la sagesse. Alors, chaque philosophe, et j'essaye d'en être un, a sa propre réponse et je vais vous proposer la mienne. Donc, je vais vous proposer ma définition de la philosophie qui pourra évidemment être mise en débat lors de la discussion qui va suivre. Alors, moi, j'appellerais philosophie le dialogue infini entre les théories réflexives et critiques de l'activité libre et émancipatrice de l'homme. Je pense que la philosophie ne veut pas de peine si elle n'est pas une recherche justement de sagesse, mais dans le sens d'une théorie solide, réflexive et critique à la fois, qui émancipe l'homme. Alors, dans ce sens-là, il ne faut pas confondre la philosophie avec la sociologie, la psychologie ou la politique. Il s'agit ici d'émanciper l'homme en tant qu'homme. Donc, pas l'homme en tant que Belge ou en tant que Bruxellois ou en tant que jeune ou en tant que vieux, tout homme. Donc, c'est une théorie qui se veut fondamentale, générale de l'émancipation humaine. Alors, qui dit émancipation dit développement de la liberté. Et là, il faut déjà se mettre d'accord sur ce que nous allons appeler liberté, qui est un concept tout à fait fondamental en philosophie, mais là aussi, les définitions sont extrêmement variées. C'est un concept important, ce que signale, par exemple, la citation que je vous propose de lire avec moi de Kant, dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Chacun existe comme fin en soi et non pas simplement comme moyen. Alors, comme fin en soi, c'est-à-dire comme liberté. Je me donne à moi-même ma propre fin. Ma liberté se veut elle-même comme fin. Et donc, je suppose que, et vous me direz si vous êtes d'accord, que chaque être humain refuse d'être totalement instrumentalisé et d'être utilisé seulement comme moyen au service et comme ustensile, disons, de la liberté d'autrui. Voilà. Si nous sommes d'accord sur cette idée que chacun veut sa liberté,
eh bien, nous pouvons avancer en philosophie, et alors, finalement, nous poser la question de savoir c'est quoi la liberté. Alors, le problème, c'est qu'on rencontre 4 grands courants, ou 4 grands types de philosophie, depuis 2500 ans, qui donnent chacune une définition bien à elle de la liberté. Vous avez le courant que je peux appeler vitaliste, pour qui on n'est jamais aussi libre que quand on jouit de sa pleine santé. C'est-à-dire que c'est une approche, disons, holistique du réel. Il s'agit de se couler, si vous voulez, dans la nature, dans les énergies cosmiques, etc., de façon à se pousser le plus loin possible et à rencontrer le moins possible d'obstacles. Donc voilà déjà une façon de définir aussi le handicap. Un handicap moteur, par exemple, peut être entravé s'il rencontre des obstacles physiques sur sa route. Et donc, la philosophie vitaliste ne va pas avoir de difficulté à défendre l'idée qu'il faut lever les obstacles de façon à ce que les déterminismes organiques internes puissent connaître leur plein développement. Comme philosophe, illustrant ce courant, vous avez par exemple Nietzsche ou Spinoza, ou en moins amusant Calliclès, donc un des interlocuteurs dans les dialogues de Platon, Calliclès qui définit la justice comme la loi du plus fort, parce que c'est la loi naturelle. Nietzsche n'en dirait pas autant. Enfin, vous voyez, mais au sein du courant vitaliste, voilà, il y a une tendance générale, et c'est sur cette base-là que les philosophes vitalistes pourraient défendre, disons, la raisonnabilité philosophique des aménagements pour les étudiants en besoin spécifique. Un autre courant, une autre tendance, c'est le courant individualiste. Alors là, on n'est plus dans le holisme du cosmos et de nos vitalités réciproques, on est dans l'ordre des projets et des satisfactions de projets individuels. Donc, on est là dans une lutte au fond entre des intérêts, j'ai intérêt à pouvoir disposer de telle somme d'argent, par exemple, pour pouvoir réaliser mes projets. Donc, autant avec le vitalisme, on s'appuie, disons, on se fonde sur la force, disons, des choses ou de la vie en soi ou dans la nature, autant dans le courant individualiste, on se fonde sur la façon dont on va négocier le conflit entre les intérêts individuels. Et la façon dont on va essayer de satisfaire chacun de façon à ce que, disons, une certaine paix règne et une certaine satisfaction, disons, des intérêts se fasse au sein de la société. Une illustration de ce courant, c'est John Stuart Mill, par exemple, qui a défendu une philosophie de type utilitariste. On opère des calculs d'utilité globale, si vous voulez, hein, donc, ou de satisfaction globale plutôt, c'est ce qu'on appelle l'utilité. Si on vote et si on peut engranger pour telle option un degré de satisfaction globale plus élevé que pour une autre, eh bien, il est moral, il est légitime d'opter pour l'option ou la règle ou que sais-je qui va dans le sens de cette plus grande satisfaction globale. Voilà une façon aussi de légitimer, une autre façon de légitimer les aménagements et de les rendre raisonnables du point de vue philosophique. Un troisième courant, c'est l'universalisme. Alors là, autant on n'est jamais aussi libre dans le courant vitaliste que quand on déploie la vie en soi, dans le courant individualiste que quand on réalise ses projets et ses choix individuels. Dans l'universalisme, on n'est jamais aussi libre que quand on se place au point de vue de l'universalité des idées. C'est une approche encore extrêmement différente. Les idées sont partageables universellement et défendables universellement. Donc on se situe, disons, au niveau de la raison universelle.
Et c'est de ce point de vue-là, dans l'ordre des raisons au sens strict, hein, puisque là, le terme de raison prend un sens plus restreint, c'est le raisonnable, disons, dans le sens de l'argumentation, la meilleure, dans un échange, dans une discussion entre les interlocuteurs concernés par une question. Voilà, l'universalisme, c'est encore une autre façon de légitimer éventuellement, ou de délégitimer, pourquoi pas, parce qu'on peut discuter le concept juridique d'aménagement raisonnable. Une dernière tendance, oui, l'universalisme est illustré par exemple par Kant, hein, ça c'est, voilà. La dernière tendance, c'est le particularisme, ou en politique, ça se traduit par le communautarisme, c'est-à-dire qu'on n'est jamais aussi libre que dans un groupe particulier bien soudé qui développe de bonnes relations en son sein et qui rend les gens heureux. Hein. Donc voilà. Une illustration de ce courant, c'est un philosophe qui illustre ce courant, c'est Aristote, pour qui la vertu fondamentale, c'est l'amitié politique. L'amitié politique, l'amitié impliquant une rencontre singulière de personne à personne et une promotion mutuelle des singularités. Mais dans un cadre toujours particulier, d'une tradition particulière, d'une cité particulière, d'une communauté particulière. Encore une autre façon de valider les aménagements raisonnables sur base, par exemple, d'une bonne tradition universitaire. On a toujours fait comme ça. Pourquoi faudrait-il changer? Ou il faudrait changer parce que notre tradition serait meilleure et nous rendrait tous globalement plus heureux. Donc, pour me résumer, le vitalisme recherche le plaisir organique, vital. L'individualisme recherche la satisfaction. L'universalisme recherche, je dirais, la joie de l'émancipation universelle. Et le particularisme recherche, au fond, le bonheur commun partagé au sein d'une relation entre singularités. Voilà, alors, comment un philosophe peut-il aider à avancer dans le débat? Déjà, peut-être en faisant état du pluralisme philosophique qui règne au sein de notre société. Un professeur ou un étudiant ne va pas être motivé ultimement, donc ces raisons ultimes ne vont pas toujours être les mêmes. L'important, pour que le débat puisse s'approfondir et se clarifier, je pense qu'il est important de connaître sa propre philosophie, qu'est-ce qu'on met à la base de la justification de ses actions, de façon à pouvoir recouper autant que possible cette perspective avec celle des autres, sachant que les points de départ peuvent être extrêmement différents. Alors, ce qui m'a intéressé, vous m'entendez toujours là? Allô? Oui, on t'entend, oui, on t'entend. Oui, ça va, parce que, arrêtez-moi si vous voulez, hein, je ne vois pas les mains levées. Hein, donc, alors, ce qui m'a semblé intéressant, c'est que quand on opère une classification des différents types de handicap, on parle d'handicap moteur, d'handicap psychique, d'handicap intellectuel et d'handicap sensoriel. Un handicap moteur, bon, quelqu'un est cloué sur une chaise, il est paralysé, par exemple, il ne peut pas se déplacer. Handicap psychique, on peut définir le handicap psychique comme une limitation de liberté, hein, un traumatisme de guerre, par exemple. Bon, la personne n'a pas de séquelles motrices, physiques, mais elle a un blocage psychologique. Il peut aussi y avoir des handicaps intellectuels. Par exemple, un autiste ne va pas avoir le même fonctionnement intellectuel que quelqu'un d'autre. Bon, tout le monde connaît peut-être ici le célèbre feuilleton Astrid et Raphaël. On voit que les fonctionnements intellectuels peuvent être très différents chez Astrid et l'inspecteur Astrid et la documentaliste Raphaël, mais ça se complète. Hein, donc, voilà. Donc, mais il y a des limites et il faut donc des aménagements qui permettent de reculer le plus possible ces limites. Hein. Alors, le handicap sensoriel, ben voilà, une personne qui est aveugle, ou qui n'a plus de sensibilité dans ses mains, ou que sais-je, c'est un handicap sensoriel. Et un handicap sensoriel, pour un aveugle, par exemple, ou pour un sourd, le met en privation aussi, disons, d'amitié, de rencontres concrètes. Il y a un problème, il va disposer de moins de moyens.
il semble donc que les différentes catégories de handicap recoupent de façon assez intéressante, et ce n'est pas trop étonnant, puisque là, on recoupe aussi différents grands axes anthropologiques constants, la vie, la liberté, la conscience, et je dirais la relation à l'autre, au monde ou à autrui. Donc, ces axes anthropologiques définissent au fond les différents grands courants de philosophie, mais aussi permettent peut-être d'éclairer la catégorisation des différents handicaps. Alors, au sein des différents courants, ben, vous pouvez avoir du coup, sur base de justifications ultimes différentes, des options différentes. Tout le monde connaît l'exercice de pensée du tram fou. Donc vous imaginez un tram privé de son chauffeur et sans passagers. Le chauffeur a oublié de serrer le frein et le tram dévale à toute allure une pente. Ce tram arrive à un aiguillage. Si vous vous trouvez, vous, à l'aiguillage, vous avez la possibilité de l'actionner. Si vous ne l'actionnez pas, le tram continue tout droit. Et si vous actionnez l'aiguillage, le tram est dévié vers la droite et écrase une personne. Dans l'autre cas, il écrase 5 personnes. Alors, oui, je me permets d'intervenir, parce que je vois que tu es toujours à ta première dia et il te reste 5 grosses minutes. Ça va? Ah, très bien. Bon, ce que je voulais simplement dire, voilà, donc je vais abréger. Alors, d'accord, merci de me signaler que le temps passe vite. C'est toujours le problème. Hein. Il faudrait des heures de cours pour discuter avec l'auditoire et vraiment voilà, trouver ensemble des définitions communes, etc. Bon, c'est pas la possibilité, on n'en a pas la possibilité ici, mais simplement, voilà, à travers ce que je viens de dire, ce que je désire souligner, et on peut en discuter, c'est que quand il s'agit de voir de travailler la légitimité des aménagements raisonnables, eh bien, les théories légitimantes, les théories philosophiques peuvent être extrêmement diverses. L'important, c'est d'autant que possible approfondir sa propre philosophie de façon à pouvoir d'autant mieux entrer en dialogue avec autrui, soit dans le sens de la validation du concept juridique d'aménagement raisonnable, soit dans le sens de sa contestation. Nous sommes tous nous sommes tous citoyens et donc nous devons obéir évidemment aux lois, mais aussi éventuellement pouvoir les faire évoluer à travers le vote démocratique. Alors justement, que disent ces lois? Je vais vite passer à la deuxième dia. Eh bien, il y a une contrainte. Hein, donc, un professeur n'a pas le droit de refuser un aménagement raisonnable. Des recours sont possibles, etc. Tout un dispositif légal qui existe. Moi, en tant que philosophe, je ne me situe pas au niveau juridique, je me situe simplement au niveau des différentes approches philosophiques possibles. Je reste moi-même neutre, hein, donc dans un sens, disons, socratique, de façon à peut-être organiser le débat qui va suivre. Mais sur le plan juridique, remarquez quand même que les 4 critères, oui, d'abord, sont reconnus comme personnes reconnues comme étant handicapées par la loi. Il n'y a pas que les personnes reconnues comme handicapées par la loi qui peuvent bénéficier des aménagements raisonnables, mais toute personne considérée comme en situation de handicap au sens du présent protocole. Donc, il n'est pas nécessaire absolument de mettre en avant un certificat médical. Hein. Des personnes peuvent être estimées être en situation de handicap et pouvoir en discuter, mais dans un sens extrêmement large. Et le professeur est tenu, de même que l'université, et pourquoi pas le doyen ou que sais-je, de rencontrer cette personne. Hein. C'est là qu'il est peut-être important quand même de faire une différence entre la justice et l'équité. Dans la dernière dia, je proposerais, à travers cette dernière dia, que nous distinguions l'égalité stricte, c'est-à-dire la justice commutative, et la justice distributive, c'est-à-dire l'égalité selon certains critères. Nous pourrions distinguer donc 2 catégories de justice et les opposer à l'équité qui, elle, irait plutôt dans le sens, disons, du particularisme ici, c'est-à-dire de la rencontre amicale
singulière de la rencontre entre des singularités. Ce serait peut-être une façon intéressante de travailler les choses, mais nous, encore une fois, nous n'avons pas le temps. Ce qui m'a frappé quand même, c'est que les 4 critères retenus par le législateur recoupent de façon assez intéressante les grands axes que nous avons dégagés précédemment, puisque les 4 critères auxquels doivent répondre l'aménagement raisonnable sont la sécurité, c'est-à-dire la sécurité matérielle, donc on est dans l'ordre de l'autonomisation de la matière, l'autonomie, donc on est dans le bleu de l'individualisme, l'égalité, on est dans l'ordre des concepts, au point de départ, l'égalité implique une conceptualisation dans le sens, je dirais, de la justice commutative ou de la justice distributive, et l'efficacité concrète, le concret, c'est aussi la rencontre de chaque personne, que ce soit la personne handicapée ou les objections des étudiants du groupe concerné. Donc vraiment, aller dans le sens du déploiement de tous les axes anthropologiques, sachant que chacun va privilégier l'un ou l'autre axe selon sa philosophie personnelle. Voilà. Alors, tout ça dans un certain but, qui est quand même un but d'intégration sociale et d'éducation. Mais là aussi, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1948, on retrouve les 4 dimensions, épanouissement de la personnalité, donc au sein de groupes, dit l'article 26, toute personne est dans l'ordre universel, le droit de choisir, on est dans l'individualisme, et la possibilité matérielle, l'effet cliquet, bon, je n'ai pas le temps d'en parler, mais voilà, donc voilà, je souhaitais simplement fournir une base de discussion à partir de ces 3 dias que je n'ai fait que parcourir très très rapidement. Bon, peut-être une note d'humour pour terminer, l'école toujours trop inégalitaire. Inégalitaire comment? Ben voilà, il me semble que la question est posée par l'image ici de droite, pour une sélection juste, donc là on ne parle pas encore d'équité, mais simplement de justice, donc on en reste au niveau de l'égalité conceptuelle. Pour une sélection juste, tous doivent passer le même examen, s'il vous plaît, grimpez dans les arbres. Voilà. Alors, si on adopte une attitude de justice commutative, donc une égalité stricte, ben, tout le monde doit monter dans l'arbre. Si on a affaire si on se tourne vers la justice distributive, eh bien, on va donner des critères, mais des critères chaque fois généraux, donc ou particuliers plutôt. Tous les éléphants, tous les lions, tous les pingouins, etc. Si on va dans le sens de ce qu'on pourrait aussi appeler l'équité, là, on va dans le sens de la rencontre des singularités. Donc, chaque lion, chaque pingouin, etc., est écouté dans les objections, les demandes qu'il pose, etc. Voilà. Bon, peut-être une base avec quelques concepts philosophiques, une ébauche de quelques concepts qui vont nous permettre peut-être de discuter la discussion dans laquelle moi je me sens toujours plus à l'aise avec l'auditoire que dans l'exposition des théories. Bon, il faudrait pouvoir développer, mais voilà, je m'excuse de devoir faire aussi court, mais j'avais l'intention de dire en même temps beaucoup de choses qui me semblaient relativement indispensables. Voilà, je vous remercie pour votre attention.